Le téléphone sonna dans la petite cuisine de la maison bourgeoise de Lyon. Mais Françoise Moreau savait déjà, avant même de décrocher, que ce N n'était pas la voix qu'elle espérait entendre. Cela faisait maintenant 6 jours que son fils Antoine était parti pour la Dordogne, 6 jours sans nouvelles, sans le moindre signe de vie. Madame Moreau, la voix du gendarme était lourde de cette patience professionnelle qu'elle commençait à redouter. « Oh, nous n'avons toujours aucune nouvelle de votre fils. Les recherches continuent, mais... » Françoise ferma les yeux, sentant ses jambes se dérober sous elle. À 53 ans, cette mère célibataire avait élevé Antoine seul après le départ de son mari et jamais elle n'avait imaginé vivre un cauchemar pareil. Son fils, photographe professionnel de 29 ans, était parti le 18 juillet 1981 pour une expédition photographique dans les grottes de la Dordogne. Une mission qu'il préparait depuis des mois, parlant avec passion de ces formations rocheuses uniques qu'il voulait immortaliser pour une publication géographique marseillaise. Il connaît les risques, murmurait-elle pour elle-même en raccrochant, comme si répéter ces mots pouvait les rendre vrais. Antoine était un spéléologue expérimenté, passionné par la photographie de nature depuis son adolescence. Il avait exploré des dizaines de grottes à travers la France, toujours avec cette méticulosité qui rassurait sa mère. Mais cette fois, quelque chose était différent. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il chargeait son petit Citroën avec un enthousiasme qu'elle ne lui avait pas vu depuis longtemps. Les appareils photos soigneusement rangés dans leurs étuis, les cartes topographiques qu'il avait achetées à des collectionneurs, les lanternes de carburetto qui sentaient encore l'essence. Il rayonnait de cette joie particulière qu'il avait toujours eue avant ses expéditions. « Cette fois, maman, je vais capturer quelque chose d'extraordinaire », avait-il dit en l'embrassant. « Ces grottes de la Dordogne, elles n'ont jamais été photographiées comme je veux le faire. Je sens que c'est le projet qui va changer ma carrière. » Françoise se souvenait de son sourire, de cette lueur dans ses yeux bleus qui lui rappelait l'enfant qu'il était, courant dans les champs près de chez eux avec son premier appareil photo. Maintenant, assise dans sa cuisine silencieuse, elle fixait la chaise vide en face d'elle, celle où Antoine s'asseyait toujours quand il venait déjeuner le dimanche. L'angoisse avait commencé le 3e jour. Antoine devait rester 2 jours sur place, 3 au maximum. Il avait promis d'appeler dès son retour à la pension où il logeait. Mais quand Françoise avait téléphoné à l'établissement, la propriétaire, Madame Delacroix, lui avait confirmé ses pires craintes. Antoine N. était jamais revenu de son expédition. Son lit n'a pas été défait depuis 2 nuits, avait expliqué la vieille dame d'une voix tremblante. J'ai prévenu la gendarmerie ce matin. Ils sont partis vers la propriété où ils devaient explorer, mais Françoise avait immédiatement pris la route vers la Dordogne, le cœur battant la chamade, les mains moites sur le volant. Le trajet jusqu'au petit village de Saint-Cyprien lui avait paru interminable. Chaque kilomètre l'éloignait de sa zone de confort lyonnaise et l'amenait vers un territoire inconnu où son fils avait disparu. Le paysage changeait progressivement. Les collines industrielles laissaient place aux vallées verdoyantes, aux champs de tournesol qui s'étendaient à perte de vue sous ce soleil de juillet particulièrement brûlant. Cette beauté paisible contrastait cruellement avec l'angoisse qui lui déchirait le ventre. Comment un endroit si serein pouvait-il devenir le théâtre d'une disparition aussi inexplicable? En arrivant au village, Françoise fut frappée par l'atmosphère qui régnait. Les habitants la regardaient avec cette compassion gênée qu'on réserve aux familles endeuillées. La nouvelle S était répandue rapidement dans cette petite communauté où tout le monde se connaît. Antoine était devenu le photographe disparu, celui dont on parlait à voix basse sur la place du marché. Madame Delacroix l'accueillit à la pension avec une tendresse maternelle qui fit monter les larmes aux yeux de Françoise. Cette femme de 70 ans aux cheveux blancs, tirés en chignon, avait gardé la chambre d'Antoine intacte, comme si elle espérait encore le voir franchir le seuil avec ses appareils photos et son sourire chaleureux. « Il était si gentil, votre fils ?» murmurait-elle en montrant la chambre à Françoise. « Toujours poli, intéressé par notre histoire locale.
Il a passé 2 soirées entières à discuter avec mon mari des anciennes légendes des grottes. Il voulait tout savoir, comprendre chaque détail. La chambre d'Antoine racontait l'histoire de ses derniers jours. Ses vêtements soigneusement pliés dans l'armoire, ses livres sur la spéléologie ouverts sur la table de chevet, ses cartes annotées de sa propre écriture. Françoise toucha délicatement ses affaires, cherchant à travers ces objets inanimés un lien avec son fils disparu. Sur la table, elle trouva un carnet où Antoine avait noté ses impressions sur la région. Son écriture serrée, reconnaissable entre mille, décrivait ses conversations avec les habitants, ses découvertes sur l'histoire géologique de la région, ses plans pour l'exploration. La dernière entrée datait du 17 juillet, la veille de sa disparition. Demain, je pars explorer la grotte de la propriété du bois. Les anciens du village m'ont raconté des histoires fascinantes sur ce réseau souterrain. Apparemment, personne n'y a jamais fait de vraie exploration photographique. C'est exactement ce que je cherche. Je sens que je vais découvrir quelque chose d'unique. Ces mots, tracés de la main de son fils avec tant d'enthousiasme, résonnaient maintenant comme une prémonition sinistre. Françoise ferma le carnet, incapable de lire davantage. Le commandant de gendarmerie, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par les années de service, l'a reçu avec une gravité qui n'augurait rien de bon. Les recherches avaient été lancées dès le signalement de la disparition, mais elles se heurtaient à des difficultés considérables. « Madame Moreau, expliqua-t-il en étalant une carte sur son bureau, votre fils s'est dirigé vers une zone particulièrement complexe. Cette grotte fait partie d'un réseau souterrain que nous connaissons mal. Nos équipes ont trouvé son campement intact, ses affaires parfaitement rangées, mais aucune trace de lui au-delà des premiers mètres de la cavité. » Les mots du gendarme résonnaient dans l'esprit de Françoise comme autant de coups de poignard. Campement intact, affaires rangées, aucune trace. Comment un homme pouvait-il disparaître ainsi, comme s'il s'était volatilisé dans les entrailles de la terre? Nous avons fait venir des spéléologues expérimentés de Bordeaux, continuait le commandant. Mais la structure de cette grotte est particulièrement instable. Il y a eu plusieurs éboulements mineurs ces derniers jours, probablement dus à la chaleur exceptionnelle de cet été. Nous devons être très prudents. Françoise sentait le sol se dérober sous ses pieds. Son fils, son Antoine, si minutieux, si expérimenté, était quelque part dans ce labyrinthe souterrain, peut-être blessé, peut-être... Elle refusait de terminer cette pensée. Le propriétaire de la terre où se trouvait la grotte, Monsieur Dubois, accepta de la rencontrer. Cet homme de 65 ans, veuf depuis peu, vivait seul dans sa ferme héritée de ses parents. Il avait été le dernier à voir Antoine vivant. « Je me souviens parfaitement de lui », raconta-t-il à Françoise, assis dans sa cuisine au mur de pierre. « Il est arrivé vers 9 heures du matin, très organisé, très respectueux. Il m'a demandé la permission d'installer son camp près de l'entrée de la grotte. J'ai été impressionné par tout son matériel, ses appareils photo, ses cordes. Il avait l'air de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. » Monsieur Dubois marqua une pause, ses yeux perdus dans ses souvenirs. Il était heureux, vous savez. Il m'a dit qu'il allait enfin pouvoir photographier des formations que personne n'avait jamais vues. Vers 10 heures, je l'ai vu disparaître dans la grotte avec une partie de son équipement. C'est la dernière fois que je l'ai aperçu. Ces témoignages, loin de rassurer Françoise, ne faisaient qu'accentuer le mystère. Antoine était parti confiant, préparé, expérimenté. Comment avait-il pu disparaître ainsi sans laisser la moindre trace? Les jours suivants se fondirent dans un brouillard d'angoisse et d'espoir déçus. Françoise s'installa à la pension, refusant de rentrer à Lyon tant qu'elle n'aurait pas de nouvelles de son fils. Elle passait ses journées à arpenter les chemins autour de la propriété du bois, scrutant chaque recoin, chaque buisson, comme si Antoine pouvait surgir à tout moment avec son sourire rassurant. Les équipes de recherche se relayaient, mais leurs rapports étaient toujours les mêmes. La grotte était un dédale complexe, dangereusement instable, et les recherches progressaient avec une lenteur désespérante. Chaque jour qui passait réduisait les chances de retrouver Antoine vivant.
une réalité que personne n'osait exprimer ouvertement, mais que tous ressentaient. Le village entier semblait vivre au rythme de cette tragédie. Les habitants regardaient Françoise avec une compassion mêlée de gêne, ne sachant que dire à cette mère rongée par l'inquiétude. Certains lui apportaient de la nourriture, d'autres lui proposaient leur aide, mais tous partageaient ce même sentiment d'impuissance face à l'incompréhensible. La nuit, seule dans la chambre de la pension, Françoise fixait le plafond, l'esprit assailli par 1000 questions sans réponse. Où était son fils en ce moment? Était-il encore vivant? Souffrait-il? L'attendait-il quelque part dans l'obscurité souterraine? Ces interrogations la torturaient, l'empêchant de trouver le moindre repos. Une semaine après le début des recherches, Françoise reçut la visite inattendue de Pierre Vaillant, un spéléologue expérimenté de Toulouse qui avait entendu parler de la disparition d'Antoine. Cet homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par des années d'exploration souterraine, apportait avec lui une lueur d'espoir dont Françoise avait désespérément besoin. « Madame Moreau », lui dit-il en s'asseyant face à elle dans le petit salon de la pension. « J'ai exploré des centaines de grottes dans ma vie, et je connais bien cette région. Je pense pouvoir vous aider à comprendre ce qui a pu arriver à votre fils. » Pierre Vaillant étalait sur la table des cartes détaillées qu'il avait établies au fil des années. Ses doigts traçaient sur le papier les contours d'un réseau souterrain complexe, bien plus étendu que ce que les autorités locales avaient imaginé. « Voyez-vous, » expliquait-il, « cette grotte où Antoine a disparu n'est que l'entrée d'un système beaucoup plus vaste. Il existe des connexions avec d'autres réseaux, des passages qui peuvent mener à plusieurs kilomètres de là. Si votre fils a pris une mauvaise direction, il pourrait ressortir très loin du point initial. » Cette possibilité, aussi mince soit-elle, redonna un peu de force à Françoise. Antoine était peut-être perdu, désorienté, mais vivant. Elle s'accrochait à cette idée comme à une bouée de sauvetage dans l'océan de son désespoir. Pierre Vaillant proposa de former une équipe privée de recherche, composée de spéléologues bénévoles habitués aux explorations difficiles. « Les recherches officielles sont trop prudentes », expliquait-il. « Nous connaissons ces grottes. Nous pouvons prendre des risques calculés que la gendarmerie ne peut pas se permettre. » L'organisation de cette nouvelle expédition prit plusieurs jours. Françoise utilisait ses maigres économies pour financer l'équipement nécessaire, contactait les assurances, négociait avec les autorités locales. Chaque démarche administrative était un supplice, mais elle s'y accrochait comme à une mission sacrée, retrouver son fils coûte que coûte. Pendant ce temps, les habitants du village commençaient à lui révéler des détails troublants sur l'histoire de la grotte. Madame Bertrand, l'institutrice retraitée, lui raconta des histoires transmises de génération en génération. « Mon grand-père me parlait déjà de cette grotte quand j'y étais petite », confiait-elle à Françoise autour d'un café. Il disait qu'elle était maudite, que plusieurs personnes y avaient disparu au fil des décennies. Bien sûr, ce ne sont que des légendes. Mais ces récits, loin de décourager Françoise, ne faisaient qu'attiser sa détermination. Si d'autres personnes avaient disparu dans ces grottes, il devait y avoir une explication logique, un piège naturel ou un passage dangereux qu'Antoine avait pu rencontrer. Le curé du village, l'abbé Mercier, vint également lui rendre visite. Cet homme âgé, qui connaissait tous les secrets et toutes les douleurs de ses paroissiens, apporta à Françoise un réconfort d'une nature différente. « Je prie pour votre fils chaque jour, » lui dit-il simplement. « Et je prie aussi pour vous, pour que vous trouviez la force de traverser cette épreuve. La foi peut nous porter quand tout semble perdu. » Françoise, qui n'avait jamais été particulièrement croyante, se surprit à trouver du réconfort dans ces paroles. Elle commença à fréquenter la petite église du village, non pas par conviction religieuse, mais par besoin de recueillement, de silence, d'espoir. Et l'équipe de Pierre Vaillant était enfin prête à descendre dans la grotte. 5 spéléologues expérimentés, équipés du matériel le plus moderne disponible à l'époque, se préparaient à explorer méthodiquement chaque galerie, chaque passage. Françoise insista pour les accompagner jusqu'à l'entrée de la cavité.
Le matin de l'expédition, elle se tenait près du campement d'Antoine, conservé intact depuis sa disparition. Ses affaires étaient toujours là, la tente soigneusement pliée, les appareils photos restés dans leurs étuis, les provisions intactes. Cette vision la bouleversait à chaque fois. Comment son fils méticuleux avait-il pu partir dans la grotte en laissant derrière lui du matériel aussi précieux? Il a dû se passer quelque chose d'imprévu, murmurait Pierre Vaillant en examinant le campement. Antoine a pris le strict nécessaire pour une exploration courte. Il comptait visiblement revenir rapidement. Elle, équipe disparue dans les profondeurs de la grotte, laissant Françoise seule avec M. Dubois qui avait tenu à l'accompagner. Ce vieil homme, marqué par le chagrin de la récente perte de sa femme, semblait comprendre intuitivement la douleur de Françoise. « J'ai perdu ma Marguerite il y a 6 mois », confia-t-il pendant qu'ils attendaient des nouvelles des spéléologues. « Cancer. J'ai eu le temps de me préparer, de lui dire au revoir. Mais vous, cette incertitude doit être un calvaire. » Françoise acquiesça, incapable de répondre. L'attente était effectivement le plus difficile. Entre l'espoir et le désespoir, entre la vie et la mort, elle naviguait dans un no man's land émotionnel épuisant. Les heures passaient avec une lenteur insoutenable. De temps en temps, la radio grésillait, transmettant des messages laconiques de l'équipe, progression normale, passage étroit franchi, bifurcation explorée, mais aucune trace d'Antoine. Vers 15 heures, Pierre Vaillant remonta seul pour faire un point avec Françoise. Son visage grave ne présageait rien de bon. « Nous avons exploré toute la partie accessible de la grotte, » expliqua-t-il en retirant son casque. « Nous avons trouvé quelques indices. Des marques sur les parois qui correspondent au passage d'une personne, des traces de cordes dans certains passages. Antoine est effectivement descendu profondément dans le réseau. » Françoise sentit son cœur s'emballer. « Vous l'avez trouvé ?»« Non, » répondit Pierre en secouant la tête. « Et c'est justement ce qui est troublant. Nous avons suivi ses traces jusqu'à une grande salle, à environ 200 mètres de l'entrée. Là, elle s'arrête brutalement. Comment ça? Elle s'arrête. Il n'y a plus aucun signe de son passage au-delà de cette salle. Ni trace de corde, ni marque sur les parois, ni débris d'équipement. Comme s'il avait disparu dans cette cavité. » Cette révélation plongea Françoise dans un abîme de perplexité. Comment Antoine pouvait-il avoir disparu ainsi, sans laisser la moindre trace? Pierre Vaillant avait beau chercher des explications rationnelles, éboulement, chute dans un puits dissimulé, désorientation, aucune ne semblait vraiment satisfaisante. « Il y a autre chose », ajouta Pierre après une hésitation. « Cette salle où nous avons perdu sa trace. Les autres membres de l'équipe et moi, nous avons tous ressenti la même chose. Une sensation étrange, comme si l'atmosphère y était différente. Plus lourde, plus oppressante. » Françoise frissonna malgré la chaleur de juillet. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » ?»« Je ne sais pas exactement. En 30 ans de spéléologie, je n'avais jamais ressenti ça. C'est difficile à expliquer. Mais c'était comme si cette salle gardait un secret, comme si elle nous refusait l'accès à ses mystères. » Ces paroles énigmatiques troublèrent profondément Françoise. Son esprit rationnel refusait d'accepter toute explication surnaturelle, mais elle ne pouvait ignorer l'expérience de spéléologues aussi chevronnés que Pierre et son équipe. Le soir même, l'équipe remonta définitivement de la grotte. Malgré leurs efforts acharnés, ils n'avaient trouvé aucune trace d'Antoine au-delà de cette mystérieuse salle souterraine. Pierre Vaillant présenta à Françoise un rapport détaillé de leur exploration, accompagné de photographies et de relevés topographiques. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Nous avons fait tout ce qui était humainement possible. Si votre fils est encore dans cette grotte, il est dans une partie inaccessible que nous n'avons pas réussi à découvrir. » Cette nuit-là, Françoise ne dormit pas. Elle tournait et retournait dans son esprit les paroles de Pierre Vaillant, cherchant un sens à cette disparition inexplicable. Son fils, son Antoine, si prudent et si expérimenté, ne pouvait pas avoir simplement disparu dans une salle souterraine. Il devait y avoir une explication, une vérité cachée que personne n'avait encore découverte. Au petit matin, une idée commença à germer dans son esprit.
Si Antoine avait disparu sans laisser de traces au-delà de cette salle, peut-être n'était-il jamais ressorti de la grotte par son propre moyen. Peut-être quelqu'un d'autre était-il impliqué dans sa disparition. Cette pensée, aussi troublante soit-elle, ouvrait de nouvelles perspectives d'investigation. Françoise décida de mener sa propre enquête, de poser les questions que les autorités officielles n'avaient peut-être pas songé à formuler. Si la spéléologie ne pouvait pas lui rendre son fils, peut-être que la recherche de la vérité humaine le pourrait. Françoise commença son enquête personnelle par une approche méthodique qui aurait rendu fier son fils photographe. Elle établit une chronologie précise des derniers jours d'Antoine, interrogeant systématiquement toutes les personnes qu'il avait croisées ou côtoyées pendant son séjour dans le village. Le facteur, M. Rousseau, se souvenait parfaitement d'Antoine. « Un jeune homme très aimable », raconta-t-il à Françoise. « Il m'a arrêté plusieurs fois pour me demander des renseignements sur la région. Il s'intéressait particulièrement aux anciennes cartes postales, aux photographies des époques. Il cherchait à comprendre l'histoire de ces grottes. Ces détails éveillèrent la curiosité de Françoise. Pourquoi Antoine accordait-il tant d'importance aux archives historiques? Cette passion pour le passé de la région était-elle liée à sa disparition? Elle se rendit alors aux archives municipales, un petit local poussiéreux où la secrétaire de mairie, Madame Gauthier, conservait précieusement les documents anciens du village. Cette dame d'une soixantaine d'années, aux lunettes épaisses et aux cheveux gris tirés en arrière, accueillit Françoise avec une compassion mêlée de curiosité. « Votre fils est effectivement venu consulter nos archives », confirma-t-elle en sortant plusieurs registres reliés de cuir. Il s'intéressait aux témoignages du XIXe siècle concernant les grottes. Il a passé presque une journée entière à éplucher nos documents. Madame Gauthier montra à Françoise les pages qu'Antoine avait consultées. Des récits de bergers, des rapports de gendarmes de l'époque, des témoignages de villageois relatant d'étranges disparitions dans les grottes de la région. Ces documents, jaunis par le temps, révélaient une histoire troublante. En 1847, un géologue amateur avait disparu dans les mêmes grottes. En 1923, un groupe de 3 jeunes gens partis explorer les cavités N n'était jamais revenu. En 1954, un instituteur passionné de spéléologie avait connu le même sort. Tous ces incidents avaient été classés comme des accidents, des égarements tragiques dans un dédale souterrain, complexe et dangereux. Votre fils semblait fasciné par ces récits, expliquait Madame Gauthier. Il a pris des notes, photocopié plusieurs documents. Il m'a dit qu'il commençait à comprendre quelque chose d'important. Cette révélation bouleversa Françoise. Antoine avait découvert l'existence d'autres disparitions liées aux grottes. Cette connaissance avait-elle influencé sa décision d'explorer seule? Ou au contraire, l'avait-elle rendu plus prudent? Elle décida d'aller plus loin dans ses recherches et contacta la bibliothèque départementale de Périgueux. La bibliothécaire en chef, Mademoiselle Durand, accepta de l'aider dans ses recherches sur l'histoire des grottes de la région. Les archives départementales contiennent effectivement plusieurs dossiers sur ces incidents, confirma-t-elle au téléphone. Votre fils n'est pas le premier à s'intéresser à cette histoire. Un journaliste de Bordeaux était venu il y a quelques années pour un article sur les mystères de la Dordogne. Françoise nota soigneusement le nom de ce journaliste, Michel Pradel, du journal Sud-Ouest. Elle l'appela immédiatement et obtint un rendez-vous pour le lendemain. Ce homme de 45 ans, spécialisé dans les faits divers régionaux, avait effectivement enquêté sur les disparitions liées aux grottes de la région. « C'est un sujet qui me fascine depuis longtemps », expliqua-t-il à Françoise dans son bureau encombré de dossiers. « J'ai répertorié au moins 6 disparitions inexpliquées dans ce réseau de grottes au cours du siècle dernier. Toutes présentent des similitudes troublantes. » Michel Pradel sortit de ses archives un épais dossier qu'il avait constitué au fil des années. Photographies, témoignages, rapports officiels, tout était méticuleusement classé et référencé. « Regardez », dit-il en étalant plusieurs documents sur son bureau. Dans tous les cas, les personnes disparues étaient expérimentées. Pas des touristes inconscients, mais des experts, géologues, spéléologues, guides locaux. Et dans tous les cas,
Leurs affaires personnelles ont été retrouvées intactes à l'entrée de la grotte. Cette constante troublante fit frissonner Françoise. Son fils Antoine s'inscrivait parfaitement dans ce schéma. Spéléologue expérimenté, affaires laissées au campement, disparition sans trace dans les profondeurs. Il y a autre chose, continua Michel Pradel en baissant la voix. J'ai interrogé des anciens du village, des gens qui ont vécu ici toute leur vie. Certains m'ont parlé de rumeurs, de légendes transmises oralement. Il paraîtrait que cette grotte aurait une particularité géologique unique. Quel genre de particularité? Des passages qui se ferment et s'ouvrent selon des cycles naturels. Des galeries qui sont accessibles à certaines périodes et complètement bloquées à d'autres. Cela pourrait expliquer pourquoi les recherches échouent systématiquement. Cette théorie, bien que troublante, apportait enfin une explication rationnelle aux disparitions. Si la grotte était effectivement soumise à des mouvements géologiques cycliques, Antoine pouvait être coincé dans une section temporairement inaccessible. Mais alors, demanda Françoise avec un espoir renaissant, il pourrait être encore vivant? Michel Pradel hésita avant de répondre. C'est possible, mais les cycles dont parlent les anciens durent parfois des années, et survivre si longtemps sous terre, sans provision, sans lumière. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Françoise comprenait l'implication terrible de cette théorie. Même si Antoine était vivant, coincé dans une galerie inaccessible, ses chances de survie diminuaient chaque jour. De retour au village, Françoise partagea ses découvertes avec Pierre Vaillant qui était resté sur place pour poursuivre les recherches avec ses équipes. Le spéléologue écouta attentivement ces révélations sur les disparitions antérieures et la théorie des passages cycliques. C'est effectivement possible, admit-il après réflexion. J'ai déjà observé ce phénomène dans d'autres régions calcaires. Les mouvements de terrain, l'érosion, les variations de température peuvent modifier la structure interne d'un réseau souterrain. Cette confirmation d'un expert redonna espoir à Françoise. Si cette théorie était exacte, il fallait simplement attendre le bon moment pour accéder aux parties cachées de la grotte. Mais combien de temps cela prendrait-il? Des semaines? Des mois? Des années? Pierre Vaillant proposa une nouvelle approche. Surveiller la grotte en permanence, noter tout changement dans sa configuration, mesurer régulièrement les accès aux différentes galeries. C était un projet à long terme qui nécessitait des moyens considérables, mais C était peut-être la seule chance de retrouver Antoine. Françoise accepta immédiatement de financer cette surveillance continue. Elle vendit sa maison de Lyon, liquida tous ses biens, s'installa définitivement au village. Sa vie entière se résumait désormais à cette quête obsessionnelle, retrouver son fils disparu. Les mois passèrent dans cette attente angoissante. Françoise avait organisé sa nouvelle existence autour de la grotte. Chaque matin, elle se rendait sur le site avec Pierre Vaillant et son équipe, observait les mesures, notait les moindres variations. Chaque soir, elle étudiait les données collectées, cherchant un signe, un indice qui pourrait indiquer un changement dans la structure souterraine. Le village l'avait adoptée. Cette mère en quête de son fils disparu était devenue une figure familière et respectée. Les habitants l'aidaient comme ils pouvaient, apportaient des informations, partageaient leurs souvenirs familiaux sur l'histoire des grottes. Madame Delacroix, la propriétaire de la pension, était devenue sa plus proche amie. Cette veuve comprenait la douleur de Françoise d'une manière que peu de gens pouvaient appréhender. Elles passèrent leurs soirées ensemble, parlant d'Antoine, évoquant ses qualités, ses rêves, ses projets interrompus. « Il reviendra », répétait Madame Delacroix, avec cette foi inébranlable des femmes qui ont traversé bien des épreuves. Les mères le sentent toujours dans leur cœur. Tant que vous n'avez pas la certitude qu'il est parti, c'est qu'il est encore quelque part, qu'il vous attend. Ces paroles réconfortèrent Françoise dans ses moments de doute les plus profonds. Car il y en avait, de ces moments où l'espoir vacillait, où la raison tentait de reprendre le dessus pour lui dire d'abandonner, de faire son deuil, de recommencer sa vie. Mais chaque fois qu'elle était tentée de céder au découragement, quelque chose la retenait. Un détail troublant, un témoignage inattendu.
une coïncidence qui relançait ses interrogations. Comme cette conversation qu'elle eut avec le docteur Martinet, le médecin du village, qui lui révéla un fait troublant. « Vous savez, lui dit-il un soir qu'elle était venue le consulter pour ses insomnies chroniques, votre fils n'est pas venu me voir pendant son séjour, mais j'ai eu écho qu'il avait posé des questions étranges à la pharmacie. Quel genre de questions? Il s'informait sur les effets de certains gaz souterrains, sur les symptômes d'intoxication, sur les moyens de s'en protéger. Madame Bruno, la pharmacienne, était surprise qu'un spéléologue expérimenté comme lui s'inquiète de ces détails. En principe, quelqu'un de son niveau connaît parfaitement ces risques. Cette information intrigua Françoise. Pourquoi Antoine, si confiant habituellement, avait-il ressenti le besoin de se renseigner sur des dangers qu'il était censé maîtriser? Avait-il eu un pressentiment? Avait-il découvert quelque chose dans ses recherches historiques qui l'avait alerté? Elle se rendit immédiatement chez Madame Bruno, une dame d'une 50aine d'années qui tenait la pharmacie du village depuis 20 ans. Cette femme méthodique avait gardé un souvenir précis de sa conversation avec Antoine. Il semblait préoccupé, se rappelait-elle. Il m'a demandé si nous avions des cas d'empoisonnement au gaz dans la région, si certaines grottes étaient réputées dangereuses de ce point de vue. Je lui ai répondu que non, pas à ma connaissance, mais il n'avait pas l'air convaincu. Il a dit autre chose? Oui, une phrase étrange. Il m'a dit « Si jamais il m'arrive quelque chose, dites à ma mère que j'ai compris le secret de la grotte. » Sur le moment, j'ai pensé qu'il plaisantait, mais maintenant... Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Françoise comme une révélation. Antoine avait compris quelque chose, découvert un secret lié aux grottes. Et cette découverte l'avait inquiétée au point de prendre des précautions inhabituelles. Elle retourna aux archives municipales avec une énergie renouvelée, relisant tous les documents qu'Antoine avait consultés, cherchant l'indice qui avait pu l'alerter. Dans un rapport de gendarmerie de 1954 concernant la disparition de l'instituteur, elle trouva un détail qui l'avait échappé lors de sa première lecture. Le disparu avait été aperçu la veille de sa disparition en compagnie d'un individu non identifié près de l'entrée de la grotte. Ce dernier, décrit comme un homme d'âge moyen aux cheveux gris, prétendait être un géologue amateur. Malgré nos recherches, nous n'avons jamais pu l'identifier ni le retrouver. Ce témoignage, vieux de près de 30 ans, prenait soudain une importance capitale. Et si les disparitions N n'étaient pas dues à des accidents ou à des phénomènes géologiques, mais à l'intervention d'un tiers? Et si quelqu'un utilisait ces grottes à des fins que Françoise n'osait imaginer? Elle rapporta cette découverte à Michel Pradel, le journaliste de Bordeaux, qui promit de reprendre son enquête sous cet angle nouveau. En attendant, elle décida de mener sa propre investigation sur les personnes qui fréquentaient régulièrement les environs de la grotte. C'est ainsi qu'elle apprit l'existence de Marcel Ferrand, un homme de 62 ans qui vivait reclus dans une cabane isolée à quelques kilomètres de la propriété du bois. Cet ancien ouvrier mineur, selon les dires des villageois, était devenu ermite après un accident dans les mines du nord de la France. Il passait ses journées à arpenter la campagne, connaissait tous les recoins de la région. Monsieur Dubois, le propriétaire des terres, confirma que Marcel Ferrand était un habitué des lieux. « Il vient souvent par ici », expliqua-t-il à Françoise. « Il prétend chercher des fossiles, des minéraux. Il connaît ces grottes mieux que quiconque. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je l'ai aperçu rôder dans les parages quelques jours avant la disparition de votre fils. » Cette révélation fit battre le cœur de Françoise plus fort. Marcel Ferrand correspondait à la description de l'homme mystérieux mentionné dans le rapport de 1954. Âge moyen devenu âge avancé, cheveux gris, prétendant s'intéresser à la géologie. Était-ce possible qu'un même individu soit impliqué dans toutes ces disparitions? Elle demanda à Pierre Vaillant de l'accompagner pour rendre visite à Marcel Ferrand. Ils trouvèrent sa cabane après une longue marche dans les bois, une construction de fortune en planches disjointes, entourée d'objets hétéroclites et de tas de pierres. Marcel Ferrand les accueillit avec une méfiance manifeste. C était un homme de petite taille,
au visage émacié, creusé par les années et les épreuves. Ses yeux gris, enfoncés dans leurs orbites, reflétaient une intelligence vive mais troublée. « Qu'est-ce que vous me voulez » grogna-t-il en les voyant approcher. Françoise prit la parole avec toute la diplomatie dont elle était capable. « Monsieur Ferrand, je suis la mère du photographe qui a disparu dans la grotte il y a quelques mois. J'aimerais savoir si vous l'avez rencontré. » L'homme eut un mouvement de recul presque imperceptible, mais Françoise le remarqua. « Je ne vois personne, moi. Je reste chez moi, je dérange pas les gens. On m'a dit que vous connaissiez bien les grottes de la région, » insista-t-elle doucement. « Peut-être pourriez-vous nous aider à comprendre ce qui s'est passé ?» Marcel Ferrand la fixa longuement, et Françoise eut l'impression troublante qu'il lisait dans ses pensées. Puis, sans un mot, il tourna les talons et rentra dans sa cabane, claquant la porte derrière lui. « Il cache quelque chose » murmura Pierre Vaillant tandis qu'il s'éloignait. Sa réaction n'était pas normale. Françoise acquiesça, bouleversée par cette rencontre. Elle avait senti dans le regard de Marcel Ferrand quelque chose de profondément troublant, une culpabilité ou une peur qu'elle n'arrivait pas à définir. Les jours suivant la visite à Marcel Ferrand furent marqués par une tension grandissante dans le village. Françoise avait partagé ses soupçons avec le commandant de gendarmerie qui avait promis de surveiller discrètement l'ermite. Mais cette surveillance se révéla plus difficile que prévu. Marcel Ferrand semblait avoir disparu de sa cabane. « Nous avons vérifié plusieurs fois », expliqua le gendarme Moreau à Françoise. « La cabane est vide, aucun signe de lui depuis votre visite. Soit il est parti, soit il se cache quelque part dans la région. » Cette fuite renforça les soupçons de Françoise. Un innocent n'aurait pas eu de raison de disparaître ainsi. Marcel Ferrand cachait forcément quelque chose en rapport avec les disparitions dans les grottes. Michel Pradel, le journaliste, avait repris son enquête avec un angle nouveau. Il avait retrouvé dans les archives de police de Bordeaux des informations troublantes sur Marcel Ferrand. Cet homme avait effectivement travaillé dans les mines du Nord, mais il avait été licencié après un incident grave en 1960. Il était accusé d'avoir provoqué volontairement un éboulement qui avait coûté la vie à 2 de ses collègues, révéla Michel au téléphone. L'enquête n'avait pas pu prouver sa culpabilité, mais ses collègues le soupçonnaient fortement. C'est après ça qu'il s'est installé en Dordogne. Cette information glaça le sang de Françoise. Marcel Ferrand avait donc des antécédents liés aux accidents souterrains. Et si toutes ces disparitions dans les grottes N n'étaient pas des accidents mais des actes délibérés? Pierre Vaillant, troublé par ces révélations, proposa de reprendre l'exploration de la grotte avec un angle différent. Si Marcel Ferrand est impliqué dans ces disparitions, il doit connaître des passages secrets, des accès que nous n'avons pas découverts, il faut chercher d'autres entrées. Cette nouvelle expédition fut organisée avec plus de moyens que la précédente. Une équipe de 8 spéléologues, équipés de matériel de détection sophistiqué, se prépara à explorer méthodiquement tout le secteur entourant la grotte principale. Le matin du départ, Françoise reçut un appel téléphonique inattendu. Une voix d'homme, cassée par l'âge et l'émotion, se fit entendre au bout du fil. « Madame Moreau, c'est Marcel Ferrand. Il faut qu'on se parle. J'ai des choses à vous dire sur votre fils. » Le cœur de Françoise s'emballa. « Où êtes-vous ?»« Je viens tout de suite. »« Pas au village. Trop dangereux. Retrouvez-moi ce soir à 20h près de la vieille chapelle abandonnée sur la route de Sarlat. Venez seule. » Françoise hésita. Rencontrer seule un homme qu'elle soupçonnait d'être impliqué dans la disparition de son fils était risqué. Mais était peut-être sa seule chance d'apprendre la vérité. Elle informa Pierre Vaillant de ce rendez-vous, lui demandant de rester à distance, mais de surveiller la rencontre. Puis, le cœur battant, elle se rendit au lieu fixé. La vieille chapelle se dressait dans la campagne comme un vestige du passé, ses murs de pierre rongés par le temps et l'abandon. Marcel Ferrand était déjà là, assis sur un muret, le dos voûté par le poids des années et peut-être de la culpabilité. « Merci d'être venu », dit-il simplement quand Françoise s'approcha. De près, l'homme paraissait encore plus fragile que lors de leur première rencontre. Ses mains tremblaient légèrement
et ses yeux évitaient le regard de Françoise. « Qu'est-ce que vous savez sur mon fils » demanda-t-elle directement. Marcel Ferrand soupira profondément avant de répondre. « Votre fils, il était différent des autres. Les autres qui sont venus avant lui, il cherchait juste l'aventure. La gloire peut-être. Lui, il cherchait la vérité. Quelle vérité? Celle que je cache depuis des années, celle qui me ronge et m'empêche de dormir. » Marcel Ferrand se leva et fit quelques pas vers la chapelle. « Il faut que vous compreniez, Madame Moreau. Je ne suis pas un méchant homme. Tout ce qui s'est passé, c'était pour protéger quelque chose de plus grand que nous. Protéger quoi? » L'homme se tourna vers elle, et Françoise vit dans ses yeux une douleur immense. « La grotte où votre fils a disparu, elle n'est pas comme les autres. Il y a au fond, dans la grande salle que vos spéléologues ont explorée, un passage qui mène à quelque chose d'extraordinaire. De quoi parlez-vous? D'une cavité naturelle unique au monde. Une salle immense, plus grande qu'une cathédrale, remplie de formations cristallines que la science ne peut pas expliquer. Des cristaux qui brillent dans l'obscurité, qui semblent vivants. Un trésor géologique inestimable. » Françoise écoutait, partagée entre l'incrédulité et l'espoir. « Et mon fils? Votre fils l'a découverte, comme les autres avant lui. Mais contrairement aux autres, il ne voulait pas la garder secrète. Il voulait en parler, la faire connaître au monde entier. » Marcel Ferrand marqua une pause, visiblement bouleversé par ses souvenirs. « Vous comprenez pas ?» continua-t-il. « Si cette salle était révélée au public, ça serait la ruine de notre région. Des milliers de touristes, des scientifiques, des exploiteurs. Notre petit village deviendrait un cirque. Et les cristaux, ils sont si fragiles. Une fois exposés à l'air extérieur, à la pollution, ils perdraient leur magie. « Où est mon fils ?» répéta Françoise, la voix tremblante. « Il est dans la salle des cristaux, vivant mais prisonnier, comme les autres avant lui. » Ces mots frappèrent Françoise comme une gifle. « Prisonnier! Vous les gardez prisonniers !»« Pas moi !» se défendit Marcel Ferrand. « La nature elle-même. L'accès à cette salle se ferme régulièrement, bloqué par des mouvements de terrain naturels. Ceux qui s'y trouvent au mauvais moment, ils restent coincés jusqu'à la prochaine ouverture. Combien de temps? Ça varie, parfois quelques mois, parfois plusieurs années. » Françoise sentit ses jambes se dérober. Son fils était vivant, mais prisonnier dans une salle souterraine, peut-être pour des années. Il faut l'aider, il faut le sortir de là. C'est impossible, murmura Marcel Ferrand. J'ai passé ma vie à surveiller ces cycles, à essayer de les comprendre. Le passage se rouvrira, mais pas avant au moins 2 ans. Et encore, si on a de la chance, 2 ans? Françoise était horrifiée. Il ne peut pas survivre 2 ans sous terre. La salle des cristaux a ses propres sources d'eau. Et il y a, comment dire, une végétation particulière qui pousse là-bas. Des champignons, des mousses. Ceux qui sont restés coincés ont survécu en se nourrissant de ça. Marcel Ferrand sortit de sa poche une photographie jaunie qu'il tendit à Françoise. On y voyait un homme d'âge moyen, barbu, aux vêtements déchirés, debout dans ce qui semblait être une cathédrale souterraine scintillante. « C'est l'instituteur de 1954, » expliqua-t-il. « J'ai réussi à le sortir de là en 1957, 3 ans après sa disparition. Il était changé. L'isolement, la beauté terrible de cet endroit, ça marque un homme à vie. Où est-il maintenant? Mort il y a 10 ans. Mais pendant les années qu'il lui restait, il était devenu mon complice pour protéger le secret. C'est lui qui m'a expliqué l'importance de garder cette découverte cachée. » Françoise regardait la photographie, bouleversée. Cet homme avait survécu 3 ans dans les profondeurs, se nourrissant de champignons et d'eau souterraine. Si c'est était possible pour lui, c'est était possible pour Antoine. « Montrez-moi, dit-elle soudain, montrez-moi cette salle. » Marcel Ferrand secoua la tête. « C'est impossible. Le passage est fermé. Je vous l'ai dit. Alors montrez-moi où il se trouve. Si Antoine doit rester là-bas pendant des années, je veux au moins savoir où il est. » L'homme hésita longuement, puis accepta finalement.
D'accord. Mais vous devez me promettre de garder le secret, pour le bien de votre fils et de tous ceux qui viendront après. Le lendemain matin, Marcel Ferrand guida Françoise et Pierre Vaillant vers un passage secret de la grotte, invisible pour qui ne connaissait pas son existence. Dissimulé derrière un rideau de calcite, cet accès menait à une galerie étroite qui descendait profondément dans les entrailles de la terre. Le passage principal est fermé par un éboulement naturel, expliqua Marcel en éclairant les parois avec sa lampe. Mais on peut s'approcher de la salle des cristaux par ce chemin. On ne peut pas y entrer, mais on peut l'observer. Après une descente difficile de plus d'une heure, ils arrivèrent devant un à-pic vertigineux. En contrebas, dans les profondeurs éclairées par leurs lampes, s'étendait un spectacle à couper le souffle. La salle des cristaux méritait son nom. D'immenses formations cristallines élevaient du sol comme des arbres de pierre, scintillant de 1000 feux sous l'éclairage artificiel. L'ensemble formait un paysage féerique d'une beauté surnaturelle qui expliquait l'obsession de Marcel Ferrand à le protéger. Et là, au centre de cette cathédrale naturelle, Françoise aperçut une silhouette humaine. « Antoine !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'immensité souterraine. La silhouette leva la tête, et même à cette distance, Françoise reconnut son fils. Il était vivant, visiblement affaibli mais debout. Il leva les bras vers eux, criant quelque chose qu'il ne pouvait entendre distinctement dans l'écho de la caverne. « Il va bien » murmura Pierre Vaillant, aussi ému que Françoise. « Il a l'air d'aller bien. » Françoise pleurait de joie et de soulagement. Son fils était vivant. Elle l'avait retrouvé. Peu importait qu'il soit prisonnier de cette salle. Peu importaient les années d'attente qui les séparaient encore. Antoine était vivant, et était tout ce qui comptait. « Je reviendrai !» cria-t-elle vers la salle des cristaux. « Je reviendrai te chercher, mon chéri !» Au cours des mois qui suivirent, Françoise organisa sa vie autour de cette attente. Elle s'installa définitivement au village, achetant une petite maison près de la grotte. Chaque semaine, elle descendait avec Marcel Ferrand pour voir Antoine, lui apporter du réconfort par sa présence, même si la communication était difficile. Pierre Vaillant et son équipe travaillaient sans relâche pour trouver un moyen de libérer Antoine plus tôt que prévu. Ils creusaient, mesuraient, calculaient, espérant découvrir un passage alternatif. Marcel Ferrand, reconnaissant de la compréhension de Françoise pour son dilemme moral, partageait généreusement ses connaissances sur la grotte. Le village entier suivait cette histoire extraordinaire. L'homme coincé dans la salle des cristaux était devenu une légende locale, et Françoise, la mère qui attendait patiemment son retour, était respectée et admirée par tous. 2 ans et 3 mois après la disparition d'Antoine, Marcel Ferrand annonça à Françoise que les signes géologiques indiquaient une réouverture prochaine du passage principal. Les mesures sismiques, les variations de température, tout concordait pour annoncer un changement imminent dans la structure de la grotte. Le jour J arriva un matin de octobre 1983. Un grondement sourd résonna dans les profondeurs, suivi d'un courant d'air frais qui remonta vers la surface. Le passage était ouvert. Pierre Vaillant et son équipe descendirent immédiatement, guidés par Marcel Ferrand. Françoise attendait à l'entrée, le cœur battant, comptant les minutes qui la séparèrent de son fils. Quand elle vit enfin apparaître la silhouette d'Antoine, soutenue par 2 spéléologues, elle eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. Son fils était vivant, affaibli mais souriant, et il se jetait dans ses bras avec toute la force qui lui restait. « Maman, » murmura-t-il contre son épaule, « je savais que tu me retrouverais. » Antoine raconta son extraordinaire survie dans la salle des cristaux. Il avait effectivement découvert cette merveille géologique en suivant les indices trouvés dans les archives du village. Quand le passage S était fermé derrière lui, il avait d'abord paniqué, puis il avait appris à survivre grâce aux ressources naturelles de la salle. C était terrifiant au début, expliqua-t-il à sa mère. Mais aussi magique, cette beauté, cette solitude, ça change un homme. J'ai pris des milliers de photos, maman.
Des images que personne n'a jamais vues. Ensemble, ils décidèrent de respecter le souhait de Marcel Ferrand. La salle des cristaux resterait secrète, protégée de l'exploitation humaine. Antoine publierait ses photographies, mais sans révéler la localisation exacte de sa découverte. Françoise retourna vivre à Lyon avec son fils, mais elle gardait une maison au village. Chaque été, il revenait en Dordogne, retrouvant Marcel Ferrand qui était devenu un ami proche, Pierre Vaillant qui continuait ses explorations, et tous ces villageois qui avaient partagé leur extraordinaire aventure. L'histoire d'Antoine Moreau, le photographe qui avait survécu plus de 2 ans dans une salle souterraine, devint une légende locale. Mais seuls quelques privilégiés connaissèrent la véritable nature de cette aventure. La découverte d'un trésor géologique unique, protégé par la solidarité humaine et l'amour d'une mère qui n'avait jamais cessé de croire. Cette histoire nous rappelle que l'amour maternel peut surmonter tous les obstacles, que la patience et la détermination peuvent accomplir des miracles, et que parfois, les plus beaux trésors sont ceux qu'on protège en les gardant secrets. Antoine était revenu transformé par cette expérience, porteur d'une sagesse nouvelle sur la beauté fragile de notre monde souterrain. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vibré avec Françoise dans sa quête désespérée pour retrouver son fils, n'hésitez pas à partager votre émotion. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies, tout aussi bouleversantes. Et surtout, n'oubliez jamais que l'amour d'une mère peut déplacer des montagnes ou ouvrir des passages dans la pierre.